Catherine était assise dans le fauteuil en cuir, face à son avocat de famille, fixant les documents qu'elle venait de signer. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix était assurée. C'était comme si un mécanisme froid et calculateur s'était installé en elle, exécutant méthodiquement chaque action l'une après l'autre. « C'est fait », a dit maître Grégoire Jancel, en glissant la dernière page dans une chemise cartonnée. À partir de cet instant, vous êtes l'unique propriétaire de la société et de tous ses actifs. Votre mari n'a plus aucun droit légal sur l'entreprise. Catherine a hoché la tête. Elle savait qu'elle devrait ressentir quelque chose. Du soulagement, du triomphe, peut-être même du regret. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide rempli d'une détermination glaciale. Tout a commencé il y a 3 semaines. À l'époque, elle ne savait rien, ne soupçonnait rien. Elle vivait dans son univers confortable, dans une banlieue chic de l'Ouest parisien, où son mari Christophe était un PDG accompli et elle, son pilier inébranlable. 15 ans de mariage, 15 ans durant lesquels elle avait abandonné sa propre carrière en entreprise, élevé leur fille et l'avait aidé à bâtir l'entreprise de toutes pièces. Ils avaient créé la société ensemble. Catherine y avait investi l'héritage de son père. 200 000 € qui avaient servi de capital de départ. Elle passait ses nuits à aider Christophe pour la comptabilité, quand il n'avait pas les moyens de se payer un expert comptable. Elle rencontrait leurs premiers clients et négociait les contrats pendant qu'il gérait la logistique. Et puis, il y a eu Chloé, une jeune assistante de direction ambitieuse que Christophe avait embauchée il y a 2 ans. Catherine s'en était réjouie à l'époque. Son mari avait enfin un soutien qualifié et pouvait déléguer les tâches de routine. Quelle idiote elle avait été. Il y a 3 semaines, Catherine a accidentellement vu un SMS sur l'iPhone de son mari. Il venait d'entrer sous la douche et une notification a éclairé l'écran. « J'ai tellement hâte qu'on soit enfin ensemble. Encore un peu de patience et cette vieille peau fanée ne comptera plus. » Une vieille peau fanée, 37 ans. Catherine a regardé son reflet dans l'écran noir du téléphone. Certes, elle n'était plus la jeune fille de 22 ans qui avait épousé Christophe. Il y avait de fines ridules autour de ses yeux. Sa silhouette n'était plus la même après l'accouchement. Et les années consacrées à sa famille, plutôt qu'au cours de Pilates, y étaient pour quelque chose. Mais cette vieille peau n'a pas fait de cesse. Elle ne s'est pas précipitée dans la salle de bain en hurlant des accusations. Au lieu de ça, Catherine a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle a commencé à planifier. Sa première étape fut de voir maître Jancel. Leur avocat de famille était méticuleux et incroyablement compétent. C'est lui qui les avait aidés à créer leur SAS des années plus tôt. « Dites-moi la vérité », lui avait-elle demandé. « Si nous divorçons, qu'est-ce que je récupère ?» Maître Jancel a froncé les sourcils en étudiant les dossiers. Selon le Code civil français, le tribunal tiendra compte de vos contributions financières à l'entreprise. Vous avez droit à la moitié des biens communs, mais il y a un problème. Sur le papier, toute l'entreprise est au nom de votre mari. Il est l'unique actionnaire. Cela complique les choses. Et si j'étais actionnaire, tout serait plus simple. Mais que se passerait-il si je devenais l'unique actionnaire ? Catherine l'avait interrompu. L'avocat s'était tu, la regardant intensément. Théoriquement, c'est possible si votre mari vous cède volontairement ses parts. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? Et s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait ? Catherine passa les 2 semaines suivantes à préparer son plan méticuleusement. Elle étudia tous les documents de l'entreprise, les actifs, les comptes bancaires. Elle découvrit que Christophe et Chloé prévoyaient de s'enfuir. Il allait l'abandonner et tout emporter. Catherine installa un logiciel d'accès à distance sur l'ordinateur portable de son mari. C'était facile. Elle connaissait tous ses mots de passe. Ils étaient une famille après tout. Ils se faisaient confiance. Quelle ironie. Grâce à ce logiciel, elle a lu tous leurs messages. Chaque SMS était un coup de poignard. Encore 1 semaine et nous sommes libres, mon cœur. J'ai déjà réservé les billets en première classe pour les Maldives. Tu imagines comment elle va pleurnicher quand elle se rendra compte qu'il ne lui reste plus rien ? Tu es sûre qu'elle n'aura rien ? Et si elle demande la moitié en justice ? Détends-toi. La société est à mon nom. Elle n'a aucun droit légal. Au maximum, elle aura une pension alimentaire, mais c'est une misère comparée à ce qu'on aura. Elle a joué à la femme au foyer pendant 15 ans. Qu'elle aille retourner des burgers si elle se croit si indépendante. Tu es un génie, Chris. Je t'aime tellement. En lisant cela, Catherine sentit une fureur froide envahir sa poitrine. Pas d'hystérie, pas de larmes, juste une rage glaciale et calculatrice. Elle apprit la date exacte de leur fuite, le 23 octobre. Christophe était censé partir en voyage d'affaires à Londres, mais en réalité, il s'envolait de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour les Maldives avec Chloé. De là, il prévoyait d'envoyer ses exigences de divorce à Catherine par email. Le 23 octobre. Catherine avait encore du temps. Elle engagea un détective privé qui constitua un dossier complet sur Chloé, une preuve irréfutable de l'infidélité. Photos, vidéos, reçus d'hôtel, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Ensuite, Catherine fit le plus difficile. Elle simula le consentement de son mari pour le transfert de ses parts sociales. Enfin, pas tout à fait une simulation. Elle profita du fait que Christophe lui faisait une confiance aveugle et signait souvent des documents sans les lire, tant qu'elle lui disait qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité administrative. Il y a 3 jours, elle est entrée dans son bureau à la maison avec une pile de papier. « Chris, j'ai besoin de ta signature ici. »
Le fisc et notre expert comptable ont besoin de formulaires de conformité mis à jour pour la restructuration de la SAS. C'est juste une formalité. Il n'a même pas jeté un coup d'œil aux pages, griffonnant négligemment sa signature sur chaque ligne qu'elle lui indiquait. « Tu es la meilleure, chérie », a-t-il dit en l'embrassant sur la joue. « Tu gardes toujours tout sous contrôle. » Catherine a souri. Oui, elle avait tout sous contrôle. Dissimulé parmi ces pages, se trouvait un transfert légal de 100% de ses parts sociales à son nom. Formellement, tout était légal. Son mari avait volontairement transféré ses droits. Le fait qu'il n'ait pas pris la peine de les lire était son propre problème. Maître Jancel l'avait prévenu. Catherine s'est risquée. S'il va au tribunal, il pourrait essayer de prouver qu'il a signé sous de faux prétextes, sans en comprendre le contenu. Il n'aura ni le temps, ni l'argent, avait-elle répondu. Faites-moi confiance. Et maintenant, aujourd'hui, le 23 octobre, Christophe est parti pour son voyage d'affaires. Catherine l'a accompagné jusqu'à la porte, l'a embrassé pour lui dire au revoir, et lui a souhaité bonne chance. Il n'a même pas remarqué le vide absolu dans son regard. 1 heure après son départ, elle était assise dans le bureau de son avocat, signant les derniers documents. Désormais, l'entreprise, les actifs, les comptes bancaires, tout était à elle. Christophe n'avait plus aucun lien avec tout ça. Catherine a vérifié son Apple Watch. En ce moment même, son mari était probablement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour rejoindre Chloé, heureux, impatient de commencer leur nouvelle vie. Son téléphone a vibré, un SMS de Christophe. Elle l'a ouvert et a vu un selfie. Christophe et Chloé dans le salon de première classe, s'enlaçant et buvant du champagne. En dessous, il y avait une légende moqueuse. Adieu Cathy. Merci pour ces 15 ans, mais je mérite mieux. Tu recevras les papiers du divorce par courrier. Ne t'embête pas à essayer de réclamer l'entreprise. Tu n'as aucune chance. Débrouille-toi pour survivre toute seule. Catherine a eu un petit rire méprisant. Se débrouiller pour survivre. Oh! Elle allait le faire, et de la plus belle des manières. Elle a tapé sa réponse. Bon vol, Chris. Au fait, regarde tes mails. Je t'ai envoyé de la lecture intéressante. Elle a cliqué sur Envoyer, et lui a immédiatement transféré les copies scannées de tous les documents, transférant l'entreprise à son nom. Ça commence, dit-elle doucement en levant les yeux. Maître Jancel a levé les yeux de ses dossiers et a hoché la tête. Le premier message de sa part fut court. Qu'est-ce que tu as fait? Le deuxième était plus long. Cathy, il y a un problème technique. La banque vient de m'appeler. Toutes mes cartes professionnelles BNP Paribas sont bloquées. Le troisième. Réponds-moi tout de suite. Je suis à l'aéroport. Mon vol embarque dans 1 heure. Catherine a tapé lentement, savourant chaque mot. Ce n'est pas un problème technique. Chris, tout est exactement comme il se doit. Son téléphone s'est immédiatement mis à sonner. Elle a rejeté l'appel. Il a rappelé. Rejeté à nouveau. Vous ne voulez pas lui parler? A demandé l'avocat. Pas encore. Laissez-le mijoter dans son propre jus. Il lui faut 1 minute pour réaliser l'ampleur du désastre. Les messages continuaient d'arriver, de plus en plus paniqués. Comment ça? Comme il se doit. Explique-moi tout de suite. Cathy, ce n'est pas drôle. J'ai des billets d'avion. Je viens de découvrir que l'entreprise est enregistrée à ton nom. C'est illégal. Tu m'as piégé pour me faire signer ces papiers. Ça y est. Il avait enfin fait le rapprochement. Catherine a tapé sa réponse. Piégé? Tu me fais vraiment la morale sur les pièges? Toi, l'homme qui couche avec son assistante depuis 3 mois? La réponse fut instantanée. C'est différent. Tu as volé mon entreprise? A écrit Catherine, sentant sa fureur froide remonter. L'entreprise que j'ai aidé à bâtir pendant 15 ans. L'entreprise dans laquelle j'ai injecté mes 200 000 € d'héritage. L'entreprise pour laquelle j'ai sacrifié ma carrière. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Catherine appuya sur le bouton vert et mit le haut-parleur. Tu es devenu complètement fou? La voix de Christophe se brisa dans un cri. Je vais contester tous ces documents. Tu me les as fait signer sous de faux prétextes. Prouve-le. Catherine répondit calmement. Prouve devant le tribunal que ta signature est une contrefaçon ou que tu n'as pas compris ce que tu signais. Et ce, alors que chaque document porte le sceau d'un notaire confirmant que tu étais pleinement conscient du contenu. Tu as fait ça exprès. Tu as tout manigancé. Bien sûr que j'ai tout manigancé. Contrairement à toi, je sais anticiper. Au fait, comment va Chloé? Est-ce qu'elle sait que votre escapade romantique est annulée? Il y eut des bruits de frottement sur la ligne et des voix étouffées. Chris, chérie, qu'est-ce qui se passe? Une voix de femme génie en arrière-plan. Pourquoi ma carte bleue a-t-elle été refusée au duty-free? Catherine eut un sourire en coin. Chloé est juste à côté? Demanda-t-elle avec une fausse sympathie. Dis-lui bonjour de ma part et explique-lui que vous êtes tous les deux fauchés. Maintenant. Catherine, arrête ça tout de suite. Christophe essayait visiblement de s'éloigner de sa maîtresse. Débloque les comptes. Je dois prendre ce vol. Non, Christophe, tu n'as pas besoin de prendre un vol. Tu dois revenir à Paris et faire tes valises. Tu as exactement 24 heures pour quitter la maison. Quelle maison? C'est ma maison. C'était la tienne. Maintenant, l'acte de propriété est à mon nom. Tout comme les voitures. Tout comme la maison de campagne. Tout comme tout le reste. Le silence sur la ligne était assourdissant. Catherine pouvait presque sentir physiquement ses paroles le frapper. Sentir son cerveau lutter pour assimiler l'ampleur de la catastrophe. Tu ne peux pas faire ça. La voix de Christophe baissa d'un ton, paraissant presque terrifiée. C'est impossible. On ne peut pas transférer autant de biens en une seule journée. Pas en une journée. Non, admit Catherine. Mais cela fait 3 semaines que je me prépare.
Depuis le jour où j'ai lu le message où ta petite amie m'appelait vieille vache finie et que tu étais d'accord avec elle. Tu t'en souviens? Christophe garda le silence. Tu te souviens quand tu lui as écrit que j'étais ennuyeuse et prévisible? Que j'étais trop stupide pour soupçonner quoi que ce soit avant que tu ne sois déjà sur la plage? Catherine continua, ne lui laissant pas placer un mot. Tu me pensais vraiment stupide, n'est-ce pas? Assez stupide pour signer des documents juridiques sans même les regarder. Assez stupide pour ne pas imaginer que je pourrais contre-attaquer. Je vais te poursuivre en justice, hurla Christophe. Je t'emmènerai devant le tribunal judiciaire. Je t'en prie, dit Catherine d'un ton mielleux. Maître Jancel prépare déjà une contre-plainte. Au fait, savais-tu que j'ai demandé le divorce aujourd'hui? Et je réclame une compensation pour 15 ans de travail non rémunéré en tant que cadre dans ton entreprise. Quelle compensation? Je n'ai plus rien. Exactement. Mais moi, j'ai une société prospère qui génère d'excellents revenus. Des revenus qui m'appartiennent désormais entièrement. Maître Jancel hocha la tête d'un air approbateur, prenant des notes sur son bloc-notes juridique. Chris, qu'est-ce qui se passe? La voix de Chloé se fit plus forte. Elle était juste à côté du téléphone. Pourquoi les cartes sont-elles bloquées? Tais-toi, aboya Christophe, et Catherine entendit le cri de stupeur de Chloé. Et voilà, la première fissure dans leur romance parfaite. Quand l'argent s'en va, l'amour s'évapore bien vite. Écoute-moi. La voix de Christophe devint doucereuse, presque suppliante. Parlons calmement. Tu as raison. Je me suis conduit comme un porc. Je l'admets, mais nous sommes des adultes. Nous pouvons en discuter. Partager les biens équitablement. Équitablement? Demanda Catherine. Et à quoi ressemble l'équité pour toi? À ce que tu avais prévu? Me laisser sans un sou pendant que tu t'envoles vers une île tropicale à mes frais? Ne me mens pas. J'ai lu tes messages, tous. Je sais exactement ce que tu allais faire. Christophe se tut à nouveau. Catherine l'imaginait debout au milieu du terminal, blême, le téléphone collé à l'oreille, pendant qu'une Chloé confuse tournait autour de lui dans sa robe de créateur, achetée avec l'argent qu'il avait volé au budget familial. « Qu'est-ce que tu veux ?» finit-il par demander. « Je veux le divorce. Je veux que tu sortes de ma vie. Je veux que tu obtiennes exactement ce que tu mérites. Je n'ai même pas d'argent pour un Uber. » Le désespoir perçait dans la voix de Christophe. « Comment suis-je censé rentrer en ville ?»« Ce n'est pas mon problème, » dit Catherine. « Chloé peut peut-être t'en prêter. Ou ses parents. Tu disais qu'ils étaient à l'aise. Au fait, Christophe, est-ce que Chloé sait que tu as promis de sauver notre mariage il y a 2 mois? Quand j'ai fait cette crise d'angoisse et que tu as juré que j'étais là la seule femme que tu aimais? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu devrais peut-être lui dire. Puisque tu es coincé à l'aéroport, tu as tout le temps pour une discussion à cœur ouvert, espèce de... siffla Christophe. Non, Christophe. Je suis une victime qui a appris à se défendre. Il y a une différence de taille. Catherine mit fin à l'appel et s'adossa à son fauteuil. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, mais une paix profonde et étrange l'envahit. Elle l'avait fait. Excellent travail, la félicita Maître Jancel. Avez-vous enregistré l'appel? Bien sûr. Une application d'enregistrement automatique pour son numéro. Parfait. Ce sera très utile s'il tente réellement de porter plainte. Ses menaces et ses aveux d'adultère sont tous enregistrés. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un e-message d'un numéro inconnu. Tu te crois si maline? On verra qui rira le dernier. Chris trouvera un moyen de tout récupérer et tu te retrouveras sans rien, comme tu le mérites. Vieille sorcière. Chloé, évidemment. Catherine montra le SMS à son avocat. Menace de la maîtresse. Nota Jancel. Gardez ça aussi. Tout est un moyen de pression. Je ne répondrai pas. Laissez-la s'énerver. La colère pousse aux erreurs. Mais Catherine était déjà en train de taper. Ma puce, dis à Christophe que j'ai laissé un carton avec ses affaires de bureau à la réception. J'y ai ajouté notre photo de mariage aussi. Je me suis dit que tu voudrais peut-être l'accrocher dans le studio minable que vous pourrez vous offrir. La réponse arriva presque instantanément. Quel studio minable? Nous avons des billets en première classe pour les Maldives. Vous aviez des billets, rectifia Catherine. Maintenant, vous n'avez plus de billets et plus d'argent pour en acheter. Bienvenue dans le monde réel. Maître Jancel secoua la tête. Mais Catherine surprit le léger sourire qui étirait le coin de sa bouche. Vous jouez avec le feu. Qu'il brûle, répondit-elle. Ils ont mérité chaque seconde de ce cauchemar. Christophe appela encore et encore, mais Catherine rejetait simplement les appels. Chaque pression sur le bouton rouge lui apportait un étrange sentiment de satisfaction. Qu'il souffre. Qu'il se sente impuissant. C'était exactement ce qu'elle avait ressenti il y a 3 semaines en lisant ce message. Puis une notification de message vocal apparut. Catherine mit le haut-parleur. « Cathy, s'il te plaît, décroche. » La voix de Christophe tremblait de panique. « Je sais que tu es en colère, mais on peut en parler. Je vais prendre un taxi pour rentrer. On va s'asseoir et discuter, Chloé. C'était une erreur stupide. Tu me connais. Cathy, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Tu m'as trompé pour me faire signer. » Catherine eut un sourire méprisant. Comme son ton changeait vite. Il y a 1 heure, il envoyait des photos moqueuses depuis le salon VIP. Maintenant, il suppliait. Un autre message arriva. « J'irai au tribunal. Je prouverai que j'ai signé sous la contrainte. » « Tu n'as pas gagné, » répondit Catherine par message. « Je t'en prie. J'ai des enregistrements de toutes nos conversations de ces 3 dernières semaines. Pas une seule fois tu n'as mentionné de contrainte. En fait, tu m'as même remercié de m'occuper des papiers pour le fisc.
Ajoute à cela le témoignage du notaire et tes messages avec ta maîtresse où vous complotiez pour me laisser sans rien. Bonne chance au tribunal. Elle appuya sur envoyer et coupa le son de son téléphone. À l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Christophe se tenait au milieu du terminal, serrant son téléphone si fort que ses phalanges étaient blanches. Chloé tirait nerveusement sur la bandoulière de son sac Louis Vuitton. « Chris, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était perçante. « Pourquoi ne répond-elle pas ?»« Tais-toi » aboya-t-il, sans même la regarder. Chloé tressaillit comme s'il l'avait giflée. Christophe ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Il avait toujours été attentionné, généreux, charmant. Elle était habituée aux compliments, aux cadeaux et aux grandes promesses. « Je veux juste comprendre. » « Comprendre ?» Il se tourna brusquement vers elle. « Tu veux comprendre ? Ma femme vient de me voler toute mon entreprise. Tout ce que j'ai construit en 15 ans, et toi, tu me demandes ce qui se passe ?» Les gens commençaient à les dévisager. Chloé devint rouge de honte et baissa les yeux. « Mais tu as des avocats, » marmonna-t-elle. « Ils vont arranger ça, non ?» Christophe se frotta le visage de désespoir. Il se dirigea vers les baies vitrées et composa le numéro de son meilleur avocat d'affaires. « Antoine, on a un énorme problème. » L'appel dura 10 minutes. À chaque minute qui passait, le visage de Christophe devenait de plus en plus pâle. « Alors ? Tu es en train de me dire que ces documents sont inattaquables ?» hurla-t-il presque dans l'appareil. « Elle m'a piégé pour que je les signe !» La voix de maître Antoine Ramier resta calme et indifférente. « Christophe, si tu as apposé volontairement ta signature sur un document devant un notaire, et que le notaire confirme que tu étais sain d'esprit, que tu n'as subi aucune menace physique et que tu semblais conscient de ce que tu faisais. Prouver la fraude sera une bataille perdue d'avance, surtout si votre femme a la preuve que vous lui avez remis ces documents de votre plein gré. Elle m'a dit que c'était des formulaires de conformité pour le fisc. Est-ce que vous avez lu les documents avant de signer ?» Christophe serra les dents. « Non, j'ai juste survolé les pages et j'ai signé. Elle s'occupait toujours de la bureaucratie. J'avais confiance en elle. C'est alors votre erreur fatale. On peut essayer de contester ça devant un tribunal civil, mais les chances sont minces. Ça prendra des mois, peut-être des années de procédure, et ça coûtera incroyablement cher. Cher ?» Christophe laissa échapper un rire hystérique. « Je n'ai plus accès à mes comptes pour l'instant. Où suis-je censé trouver l'argent pour vous payer ?» Un lourd silence s'installa sur la ligne. « Eh bien, cela complique les choses », finit par dire maître Ramier. « Christophe, je dois vous informer que depuis ce matin, mes honoraires sont versés par la nouvelle propriétaire légale de la société, c'est-à-dire votre femme, à condition qu'elle souhaite conserver les services de mon cabinet. » « Quoi ? Pardon ? » Bonne chance à vous. Christophe fixa son téléphone. Ce n'était pas possible. Ça devait être un cauchemar. Il allait se réveiller d'une seconde à l'autre. « Chris. » Chloé toucha timidement son bras. « Peut-être qu'on ne devrait pas partir aujourd'hui. Retournons chez toi. On va trouver une solution. » Il la regarda. Jeune, magnifique, portant une robe à 2 000 € qu'il lui avait acheté la semaine dernière, tenant un sac à main à 3 000 € et un billet de première classe pour le paradis. Soudain, il la vit différemment. Elle n'était plus sa muse, sa passion, son ticket pour une nouvelle vie. Elle était un fardeau. « Tu as de l'argent ?» demanda-t-il sèchement. Chloé cligna des yeux, confuse. « De l'argent ? Quel genre d'argent ? Des économies ? J'ai peut-être 20 000 € sur mon compte courant. Pourquoi 20 000 €? C'était une somme ridicule. Avant, il dépensait ça en un week-end à Las Vegas sans y réfléchir à 2 fois. Laisse tomber. Il se détourna. Son téléphone vibra. Une notification de la BNP Paribas. Tentative d'utilisation de la carte bleue professionnelle refusée. Compte gelé par le titulaire principal. Christophe sortit mécaniquement son portefeuille et regarda sa carte de débit personnel. Il devait avoir environ 50 000 € sur son compte courant personnel. Il ouvrit l'application bancaire, mais son accès était bloqué. Une sueur froide perla sur son front. Embarquement immédiat pour le vol 247 à destination des Maldives. L'annonce résonna dans les haut-parleurs de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Chloé se redressa. « C'est notre vol, on y va. »« Non », dit Christophe avant de se diriger silencieusement vers la sortie de l'aéroport. Catherine était assise dans sa cuisine avec maître Jancel, sirotant un thé chaud tout en consultant son MacBook. « Tout est déposé », dit l'avocat. « Les actes sont légalement enregistrés. La société est à vous à 100%. Félicitations. » Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise et ferma les yeux. C'était fait. 15 ans de mariage, 3 semaines de préparation, un jour d'exécution. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle décrocha. « Allô, espèce de garce !» La voix de Chloé hurla dans le combiné. « Tu as tout gâché. Il se comporte comme un zombie. Tu es contente ? Tu as détruit nos vies. » Catherine but une gorgée de thé, calmement. « Vos vies. Intéressant. Et qui a détruit la mienne pendant que vous complotiez tous les deux dans mon dos ? Il ne t'aimait pas. Il ne t'aime plus depuis des années. C'est juste que tu refusais de le voir. C'est possible, admit Catherine. Mais n'aimait-il pas l'entreprise ? N'aimait-il pas l'argent ? Ou était-ce la seule chose qu'il aimait vraiment ? Chloé s'étouffait de rage. Tu ne comprends rien. On avait un lien réel. Ah bon ? Catherine sourit. Voyons à quel point ce lien est solide la semaine prochaine, quand il n'y aura plus d'argent. Le grand amour a cette fâcheuse tendance à s'évaporer en même temps que le solde bancaire. On s'en sortira. Chris est intelligent. Il trouvera une solution, je n'en doute pas. Catherine posa sa tasse. La seule question, c'est de savoir si tu seras toujours à ses côtés
quand trouver une solution signifiera louer un studio minable en banlieue et travailler comme simple commercial de second rang. Parce qu'il ne recevra certainement aucune recommandation élogieuse de son ancienne employeuse. Un silence tomba sur la ligne. Tu es un monstre, murmura Chloé. Non, ma belle, je suis juste une femme qui a récupéré son investissement, les 200 000 euros de mon père, plus 15 ans de travail acharné. C'est le prix du marché. Chloé raccrocha. Catherine regarda son téléphone et eut un petit rire. Dans une semaine ou deux, la fille réaliserait que le romantisme sans carte bleue, c'est juste de la pauvreté à deux. Et là, le vrai plaisir commencerait. Elle ouvrit son ordinateur et commença à examiner les registres de la société. Il y avait beaucoup à apprendre, beaucoup à changer. Mais elle avait le temps. Elle avait tout le temps du monde. Son téléphone vibra à nouveau. Le 23e SMS de Christophe depuis une demi-heure. Elle ne l'ouvrit même pas. L'aperçu montrant ses insultes et ses menaces suffisait. Ne lui répondez pas, conseilla l'avocat en se servant un peu plus de thé. Chaque mot que vous direz pourra être déformé. Laissez-le hurler dans le vide. Je n'en ai pas l'intention. Catherine serra ses mains autour de la tasse en porcelaine chaude. Je me demande juste combien de temps il lui faudra pour réaliser qu'il a perdu pour de bon. Maître Jancel rigola en ouvrant sa mallette. À en juger, par le fait qu'il vous envoie des menaces au lieu de chercher un bon avocat, ça va prendre un moment. Bien que, il leva un doigt, même le meilleur avocat ne pourrait pas le sauver. Les documents sont parfaits. Il a cédé les actifs de son plein gré, sain d'esprit et de corps. Nous avons des témoins, des tampons de notaire et une trace numérique. C'est pratiquement blindé. Pratiquement? Catherine releva la nuance. Il pourrait essayer d'invoquer la fraude ou la contrainte, mais il lui faudrait des preuves solides, et il n'en a aucune. Vous avez joué proprement, sans aucune bavure. Le téléphone sonna encore. Un numéro de Paris qu'elle ne reconnaissait pas. Est-ce que c'est lui? Demanda Jancel. Non, je connais son numéro, répondit-elle. Catherine à l'appareil. Madame Catherine? Ici Kevin Foster du département des comptes professionnels de la BNP Paribas. La voix de l'homme était strictement professionnelle. Nous avons une situation avec le compte d'exploitation de votre entreprise. Catherine se redressa. Quel genre de situation? Monsieur Christophe est actuellement à notre agence du centre-ville et tente d'accéder au compte. Il prétend qu'il y a eu une erreur administrative dans les documents déposés. Il exige que nous dégelions les fonds et que nous lui redonnions un accès complet en tant que PDG. Monsieur Christophe n'est plus le PDG ni le propriétaire, répondit Catherine avec assurance. Toute la documentation nécessaire concernant le changement de propriété a été fournie à votre service juridique hier. Sont-ils en règle? Absolument. C'est pour cela que je vous appelle, pour confirmer vos directives. Monsieur Christophe devient agressif et menace la banque de poursuites judiciaires. Laissez-le menacer. Ne lui accordez l'accès à aucun fonds. S'il continue de harceler vos guichetiers, n'hésitez pas à appeler la sécurité. C'est entendu. Merci pour votre réponse rapide. Catherine raccrocha et croisa le regard de son avocat. Il est à la banque. Il réagit vite. Jancel ricana. Le téléphone de Catherine s'éclaira avec un SMS d'un nouveau numéro. Elle l'ouvrit et eut un sourire involontaire. Tu vas le regretter, espèce de. Je vais tout récupérer. Tu as volé ma boîte, mon argent. J'ai passé des années à bâtir cette entreprise et toi tu as juste signé quelques papiers. C'est illégal. Je trouverai un moyen de te détruire. Il a acheté un téléphone jetable, dit-elle à l'avocat, toujours convaincu d'être dans son bon droit. Maître Jancel lut le message et secoua la tête. Gardez ça. C'est une excellente preuve. Des menaces écrites feront de très bons compléments pour la procédure de divorce. À ce propos, j'ai préparé la requête. Motif, adultère. Nos preuves sont irréfutables. Nous demandons la dissolution du mariage sans partage des biens puisque tout est déjà à votre nom. De plus, nous réclamons des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts? Catherine haussa un sourcil. Mais officiellement? Il ne lui reste plus rien. Officiellement, oui. Mais il a une dette envers vous. C'est 200 000 euros que vous avez investis il y a 15 ans, plus 15 ans de travail non rémunéré. Si l'on calcule cela au prix du marché pour un directeur d'exploitation. Il griffonna sur un bloc-notes, cela revient à environ 3 millions d'euros. Nous pouvons obtenir un jugement personnel contre lui pour ce montant. Donc, il me devra personnellement 3 millions d'euros et devra les rembourser pour le reste de sa vie. Catherine s'adossa, absorbant l'ampleur du retournement de situation. Hier matin encore, elle était une femme trahie. Aujourd'hui, elle possédait une entreprise valant des millions et son ex-mari infidèle était sans le sou et endetté auprès d'elle. Vous savez ce qui est le plus étrange? Dit-elle pensivement. Je ne ressens pas de joie malcransme. Je pensais que je jubilerais devant sa souffrance, mais je me sens juste soulagée. Comme si je m'étais libérée d'un poids énorme. C'est normal. L'avocat hocha la tête. Vous avez tourné une page. Votre nouvelle vie commence maintenant. Son téléphone sonna. Laurence, son amie et la comptable de la paix de l'entreprise. Cathy, où es-tu? La voix de Laurence était paniquée. C'est la folie ici. Qu'est-ce qui se passe? Chris vient de débouler au bureau. Il hurle sur tout le monde, exigeant une réunion d'urgence avec tout le personnel. Il raconte à tout le monde que tu as commis une fraude d'entreprise et qu'il reprend la boîte. La sécurité ne sait pas quoi faire, techniquement. Il reste le mari de la PDG. Catherine sentit son estomac se nouer. Elle imaginait Christophe déferler dans le bureau qu'ils avaient construit ensemble, hurlant sur les employés. « Dites à la sécurité que j'arrive », dit Catherine d'une voix d'acier.
et dites-leur de ne pas le laisser dépasser le hall. S'il résiste, appelez la police. Compris. Dépêchez-vous. Il essaye de forcer l'entrée de la comptabilité. Catherine attrapa son sac à main. Je dois aller au bureau. Je viens avec vous. Maître Jancel enfilait déjà son manteau. Si les flics arrivent, vous avez besoin de votre avocat présent. Le trajet jusqu'au centre-ville prit 20 minutes, mais pour Catherine, cela sembla durer une éternité. Lorsqu'ils franchirent les portes tambours en verre, le hall était en plein chaos. Christophe se tenait près des portillons de sécurité, le visage rouge de colère, gesticulant devant 2 agents de sécurité sous le regard nerveux d'une foule d'employés. « Cette entreprise m'appartient !» hurla Christophe. « Je l'ai bâtie de toutes pièces. Vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'elle. » « Monsieur, » dit calmement le chef de la sécurité, « nous suivons les directives du propriétaire légal, si vous ne quittez pas les lieux. » « Le propriétaire légal ?» La voix de Christophe dérailla. « Cette voleuse m'a pris ma boîte. Elle m'a trompé pour me faire signer des papiers. Quel papier t'ai-je trompé pour te faire signer, Chris ?» La voix glaciale de Catherine trancha le vacarme. Tout le monde se tourna pour regarder. Christophe se figea, fixant sa femme qui se tenait près de l'entrée dans un tailleur bleu marine impeccable, son avocat à ses côtés. Catherine s'avança lentement, soutenant son regard. « Ceux où tu me transférais volontairement toutes tes parts, » poursuivit-elle. « Ceux que tu as examinés et signés devant notaire, ou prétends-tu que tu ne sais pas lire ?» Christophe pâlit. « Tu m'as dit que c'était des formulaires de mise en conformité pour le fisc. Je t'ai dit que c'était des documents vitaux pour l'entreprise que tu devais examiner. Tu m'as envoyé balader en me disant de m'en occuper moi-même. Tu te souviens ? » Catherine fit un autre pas en avant. « Tu étais trop occupée à planifier ton escapade tropicale avec ton assistante pour accorder la moindre attention à ton entreprise. Tu m'as piégée. Tu as tout prévu. J'ai protégé ce que j'ai passé 15 ans à construire avec toi. L'entreprise que j'ai financée avec l'argent de mon père. L'entreprise où j'ai travaillé gratuitement pendant que tu détournais tous les bénéfices. » Le ton de Catherine restait parfaitement calme, mais chaque mot claquait comme un coup de fouet. « Et tu as décidé de me jeter comme une ordure pour t'enfuir avec une fille plus jeune que ta propre fille. Je t'emmènerai au tribunal, croassa Christophe. Je prouverai que c'était une fraude. Fais donc. » Catherine haussa les épaules. « Mon avocat sera ravi de présenter au tribunal les preuves de ton adultère, les textos avec ta maîtresse discutant de la façon dont vous alliez voler mon héritage, et le témoignage sous serment du notaire qui t'a regardé signer le transfert. » Christophe ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Catherine vit la rage dans ses yeux s'éteindre lentement, remplacée par la prise de conscience écrasante de sa défaite. Il était fini. Sécurité. Catherine se tourna vers les gardes. Raccompagnez M. Christophe vers la sortie. Ajoutez son nom et sa photo à la liste des personnes interdites d'accès. « Tu le regretteras, » murmura Christophe en passant devant elle. « Je te le jure devant Dieu, tu le regretteras. » Catherine le regarda jusqu'à ce que les portes en verre se referment derrière lui. Puis elle se tourna vers les employés. « Le spectacle est terminé, » dit-elle calmement. « Merci à tous pour votre patience. Demain matin à 10 heures, nous tiendrons une réunion générale du personnel pour discuter du changement de direction. » Le personnel se dispersa lentement, échangeant des murmures. Catherine se dirigea vers l'ascenseur privé. Ce n'est qu'une fois derrière les portes closes de la suite exécutive qu'elle s'autorisa à s'effondrer dans le fauteuil en cuir et à expirer. Maître Jancel lui tendit silencieusement un verre d'eau. « Vous avez été magnifique. J'ai cru que j'allais m'évanouir, » admit Catherine en prenant une gorgée. « Mais j'ai tenu bon. Et il sait que c'est fini. » Quelque part en bas, dans la rue, Christophe montait dans un Uber, retournant vers une maison vide. Plus d'argent, plus d'entreprise, plus de maîtresses. Chloé était sûrement déjà en train de chercher un nouveau sugar daddy. Et Catherine était ici, dans le bureau de direction qui lui appartenait désormais entièrement, prête à mener l'entreprise vers l'avenir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement libre. Quelques jours plus tard, Catherine était assise au bureau en acajou de la PDG, examinant méthodiquement les registres financiers. Les chiffres dressaient un tableau clair. L'entreprise était rentable, mais au cours des 6 derniers mois, son mari avait vidé les comptes d'exploitation de manière agressive. Il avait préparé sa fuite très minutieusement. L'interphone grésilla. « Mademoiselle Catherine, Benoît Cartier, le directeur financier est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Faites-le entrer. » Benoît Cartier était un homme d'une 40aine d'années, portant un costume légèrement froissé, serrant un épais classeur. Il avait l'air épuisé, mais déterminé. « Merci de me recevoir, » dit-il en s'asseyant sur le bord de la chaise. « Je suis dans cette entreprise depuis 7 ans. Je m'occupe de tous les rapports financiers, et il y a quelque chose que vous devez savoir. »« Continuez, » dit Catherine en s'appuyant contre son dossier. Cartier ouvrit son classeur et sortit plusieurs feuilles de calcul. « Au cours des 6 derniers mois, Christophe m'a ordonné d'exécuter des transactions très irrégulières, des virements vers des comptes offshore aux îles Caïmans, des paiements à des fournisseurs fantômes qui n'existent pas, des notes de frais lourdement gonflées. J'ai tout documenté et j'ai gardé des doubles. » Il posa les dossiers sur le bureau. « Voici les copies de chaque transaction frauduleuse. » Catherine regarda la première feuille. Les chiffres la firent tressaillir. Des millions d'euros. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle. « J'ai essayé de m'y opposer. » Cartier serra la mâchoire,
Mais Christophe a menacé de me licencier et de s'assurer que je sois sur liste noire dans le milieu. J'ai 2 enfants à l'université et un prêt immobilier. Je ne pouvais pas prendre de risques, mais j'ai gardé une trace écrite au cas où la justice viendrait frapper à ma porte. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous, répondit simplement le directeur financier. Quand la note sur le transfert de propriété est parue, j'ai compris que c'était ma chance. Une chance de travailler à nouveau pour une structure honnête. En supposant, bien sûr, que vous ne prévoyez pas de poursuivre les détournements de votre mari. Catherine tourna lentement les pages. Chaque feuille était la preuve de la façon dont Christophe avait volé sa propre entreprise pour financer sa nouvelle vie. Combien a-t-il détourné au total? D'après mes calculs, environ 8 millions d'euros au cours des 6 derniers mois. Les fonds ont été dispersés sur 3 comptes offshore. L'un d'eux est enregistré au nom de Chloé. Donc, la maîtresse n'était pas seulement une complice passive. Elle aidait activement Christophe à commettre une escroquerie d'entreprise. Benoît. Catherine le regarda dans les yeux. Ces documents peuvent-ils tenir devant un tribunal judiciaire? Absolument. Et je suis prêt à témoigner. Il sortit un dossier encore plus épais. Voici la véritable analyse financière de l'entreprise pour les 3 dernières années. Les vrais chiffres. Pas de maquillage comptable. J'ai gardé ça pour moi pour savoir à quel point la situation était grave. Catherine prit le dossier, sentant un feu froid s'allumer en elle. Merci Benoît. Vous n'avez pas idée de la valeur de tout ceci. Je n'ai aucune intention de poursuivre les combines de Christophe. Je veux que cette entreprise soit gérée de manière irréprochable. Voulez-vous rester au poste de directeur financier? Cartier poussa un immense soupir de soulagement. Je serai honoré, mais il y a un autre problème majeur que vous devez connaître concernant le prêt. Quel prêt? Il y a 2 semaines, Christophe a contracté un prêt commercial de 5 millions d'euros au nom de l'entreprise, en mettant l'équipement de l'entrepôt en garantie. Il a transféré la totalité des 5 millions sur l'un des comptes aux Caïmans. La première échéance de remboursement est due le mois prochain. L'estomac de Catherine se noua. Christophe n'avait pas seulement volé les bénéfices, il avait accablé l'entreprise de millions de dettes juste avant de s'enfuir. Avons-nous les liquidités pour effectuer les paiements? Demanda-t-elle. Si nous restructurons nos opérations et réduisons drastiquement les coûts, oui, mais ce sera extrêmement tendu. Très bien, dit Catherine en serrant les dents. Je ne cherche pas la facilité. Préparez un plan d'austérité complet pour le prochain trimestre. Chaque dépense, chaque contrat fournisseur. Je veux une vision d'ensemble. Quand Cartier partit, Catherine appela immédiatement Maître Jancel. J'ai besoin de votre aide, dit-elle. Christophe a détourné 8 millions d'euros et a contracté un prêt frauduleux de 5 millions au nom de la société. J'ai les preuves écrites. Pouvons-nous geler ses comptes et récupérer l'argent? L'avocat réfléchit un instant. Théoriquement, oui, si nous prouvons qu'il s'agit d'un transfert frauduleux, mais tracer des comptes offshore prend des mois, parfois des années. La procédure est lente. Je n'ai pas des années. Dans 6 mois, les remboursements du prêt, nous aurons saigné à blanc. Eh bien, dit Jancel, si nous pouvons prouver qu'il a fait cela avec l'intention spécifique de mener l'entreprise à la faillite pour éviter le partage des biens matrimoniaux, cela relève de l'escroquerie et du blanchiment d'argent. Selon le Code civil français et le Code pénal, cela est passible d'une peine de prison importante. Mais prouver l'intention est très difficile. J'ai des preuves, a dit Catherine, en regardant le classeur du directeur financier. Des virements systématiques, de faux contrats, un prêt contracté quelques jours avant son départ prévu. Et surtout, j'ai ces SMS avec Chloé détaillant leur plan de fuite. J'ai sauvegardé tout le contenu de son ordinateur. Le silence s'est étiré au bout du fil. Catherine a fini par dire Maître Jancel d'une voix grave. Si ce que vous dites est vrai, nous n'allons pas seulement récupérer votre argent. Nous allons l'envoyer en prison, puis commencer à préparer les documents. Je veux déposer une plainte auprès de la brigade financière dès demain, c'est entendu. Mais soyez consciente qu'une fois que les autorités seront impliquées, il va la prendre, il va se venger, qu'il essaie. La voix de Catherine était d'acier. Cette fois, il n'a ni argent, ni pouvoir, ni aucun moyen de pression. C'est moi qui ai toutes les cartes en main. Ce soir-là, Catherine était assise à l'îlot de sa cuisine avec une tasse de thé froid, fixant la fenêtre. Son téléphone a vibré. Un message instantané du numéro jetable de Christophe. Tu vas le regretter. Je suis en train d'engager les meilleurs avocats du pays. Je vais reprendre l'entreprise et tu finiras à la rue. Il n'avait toujours pas compris. Catherine a tapé soigneusement sa réponse. Christophe, j'ai trouvé les registres pour les 8 millions d'euros de virements offshore et le prêt frauduleux de 5 millions. Demain matin, je remets tout à la brigade financière pour escroquerie et blanchiment d'argent. Benoît Cartier va témoigner. Continue de me menacer. Chaque message que tu envoies sera remis au procureur pour intimidation de témoins. Bonne chance. La réponse est arrivée rapidement. Tu bluffes. Tu n'as aucune preuve. Tu veux parier? Attends de recevoir l'assignation. Au fait, comment Chloé peut-elle encore être éperdument amoureuse d'un homme ruiné? Le téléphone est devenu silencieux. Catherine a eu un petit sourire. Il était tellement habitué à ce qu'elle soit la femme docile et arrangeante qui acceptait chaque humiliation. Il avait grossièrement sous-estimé sa capacité de calcul impitoyable et méthodique. La porte d'entrée s'est ouverte. Mathilde, leur fille unique de 8 ans, est entrée, laissant tomber son sac à dos par terre.
Salut maman, a-t-elle dit en entrant dans la cuisine. Tu as l'air tendue. Qu'est-ce qui se passe? Mathilde était le portrait craché de Catherine au même âge. Des cheveux sombres, un regard vif, la même mâchoire obstinée. Mais Mathilde avait un caractère plus dur. Elle ne laisserait jamais un homme faire d'elle une femme au foyer. Mathilde, assieds-toi. Nous devons parler. Mathilde s'est tendue, mais s'est assise en face d'elle. C'est à propos de papa? Ton père nous a quittés pour une autre femme. Il avait prévu de nous abandonner toutes les deux, de mettre l'entreprise en faillite, de voler l'argent et de s'enfuir. Mathilde a pâli. Il est parti. Oui, mais je l'ai découvert à temps. J'ai légalement transféré l'entreprise et les actifs à mon nom. L'entreprise m'appartient maintenant. Ton père n'a plus rien. Mathilde est restée assise dans un silence stupéfait, assimilant l'information, puis elle a lentement hoché la tête. Bien. C'est bien pour toi, maman. Est-ce qu'il a seulement parlé de moi quand il est parti? La question a frappé Catherine plus fort qu'elle ne s'y attendait. Christophe n'avait pas mentionné leur fille une seule fois dans ses messages avec Chloé. Pas une seule fois. Je ne sais pas, ma chérie. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. On va s'en sortir, juste toutes les deux. Mathilde s'est levée, a contourné l'îlot et a serré sa mère fort dans ses bras. On va s'en sortir. Tu es une dure à cuire, maman. Je suis fière de toi. À ce moment-là, Catherine a réalisé qu'elle n'avait pas seulement gagné une bataille pour des actifs. Elle avait gagné le droit à une nouvelle vie. Une vie où c'est elle qui décidait, où elle était respectée, où elle n'était plus seulement l'ombre derrière un homme qui réussit. Christophe lui avait volé 15 ans de sa vie, mais elle lui avait pris tout son avenir, et elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Catherine était assise dans son bureau, en regardant les classeurs de Benoît Cartier. « Benoît ?» a-t-elle demandé au directeur financier qui se tenait près de son bureau, « Dites-moi la vérité. Si je n'avais pas repris l'entreprise, que se serait-il passé ?» Cartier a ajusté ses lunettes. En moins de 30 jours, l'entreprise aurait été en défaut de paiement. Christophe a vidé notre trésorerie. Le prêt qu'il a contracté était garanti par l'entrepôt principal, ce que la banque ignorait car il ne lui appartenait plus exclusivement. C'est une fraude massive. S'il s'était enfui, la banque s'en serait prise à vous, en tant qu'épouse, pour couvrir les dettes. Vous auriez été personnellement responsable. Catherine a senti un froid glacial lui envahir les veines. Ainsi, Christophe ne voulait pas seulement s'enfuir avec sa maîtresse. Il voulait l'anéantir totalement, la laisser avec des millions de dettes qu'elle ne pourrait jamais rembourser. J'ai toutes les preuves. Cartier a tapoté le classeur. Les virements. Les adresses IP des sociétés écrans. Les pots de vin. Je compile tout cela depuis 3 mois. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt? L'expert comptable a baissé les yeux, coupable. Je n'étais pas sûre que vous me croiriez. C'était votre mari. Je pensais que vous prendriez son parti. Mais quand je vous ai vu exécuter cette prise de contrôle hostile hier, j'ai su que vous étiez déjà dans le coup. Catherine a hoché la tête. Son téléphone a vibré. Un SMS de Christophe. Tu vas payer pour ça. J'ai des relations. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Il essayait toujours de l'intimider, mais sa voix numérique semblait de plus en plus désespérée. Elle a répondu par SMS. Tes avocats travailleront gratuitement car tu n'as plus aucune liquidité. Ou est-ce que c'est Chloé qui paie tes frais de justice maintenant? La réponse fut instantanée. Va te faire foutre. Catherine a posé le téléphone et a regardé Cartier. Que devons-nous faire pour sauver l'entreprise? Le prêt de 5 millions est la plus grande menace. Le premier paiement de 300 000 € est dû dans 2 semaines. Il ne nous reste qu'environ 1 million de trésorerie. Cela nous laisse peut-être 3 mois si nous coupons dans toutes les dépenses. Mais nous avons besoin que nos fournisseurs tiennent le coup, sinon nous coulons. Organisez une réunion générale avec nos 5 principaux fournisseurs demain, a ordonné Catherine. Je leur parlerai moi-même. Vous êtes sûr? Cartier a hésité. Certains de ces types sont de la vieille école. Christophe avait l'habitude de les emmener manger des steaks et boire du scotch pour leur graisser la patte. Il pourrait ne pas bien réagir à un changement de direction. Catherine s'est levée. Christophe a graissé la patte et a volé leur argent. Je vais leur offrir de la transparence et des chiffres concrets. Si cela ne leur suffit pas, nous trouverons de nouveaux fournisseurs. Quand Cartier est parti, Catherine a reçu un appel de Maître Jancel. Catherine, nous avons un problème. Christophe a engagé Maître Antoine Ramier. Ramier? Est-ce que ce nom est censé me dire quelque chose? C'est un requin, l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables de Paris, cher et totalement dénué de morale. Si Christophe l'a engagé, il a dû trouver de l'argent caché. La stratégie de Ramier sera de faire traîner l'affaire au tribunal civil. Il va demander une injonction pour geler vos actifs professionnels pendant que le litige sur la propriété est en cours. S'il fait cela, vous ne pourrez pas rembourser le prêt. La banque saisira tout et l'entreprise mourra. Catherine a juré entre ses dents. Donc il essaie de m'asphyxier financièrement. Exactement. Préparez-vous à la guerre. Nous avons besoin de preuves accablantes de ces détournements de fonds pour contrer son injonction. Je les ai. Cartier m'a tout donné. Bien, envoyez-les-moi immédiatement. Oh, et Catherine, le cabinet de Ramier vient de nous contacter. Ils veulent organiser une réunion de médiation demain matin pour discuter d'un accord en centre-ville. J'y serai, a dit Catherine. Et je ne céderai pas un centime. Ce soir-là, Catherine était devant son ordinateur pour élaborer un plan. Elle avait besoin d'un moyen de pression contre l'avocat hors de prix de Christophe. Elle a appelé Maître Jancel. J'ai besoin que vous fassiez une vérification sur Chloé.
Où est-elle? Comment paie-t-elle ses factures? Pourquoi? A demandé Jancel. Juste une intuition. Trouvez-la. Le lendemain matin à 9h30, Catherine et Maître Jancel sont entrés dans les bureaux luxueux de verre et d'acier d'Antoine Ramier. L'avocat avait la cinquantaine, était impeccablement vêtu et affichait un sourire de prédateur. Christophe n'était nulle part en vue. Madame Catherine, a dit Ramier avec assurance en désignant la table de conférence. Passons les formalités. Mon client est prêt à abandonner sa plainte contestant le transfert de propriété sous certaines conditions qui sont. A demandé Catherine d'un ton sec. 50% de la valeur de l'entreprise versée sur 2 ans, plus une somme forfaitaire de 3 millions d'euros pour préjudice moral et perte de revenus. Catherine a failli rire. Votre client a détourné 8 millions d'euros, a accablé mon entreprise d'un prêt frauduleux de 5 millions et prévoyait de quitter le pays. Et il veut que je le paie? Ramier n'a pas bronché. Avez-vous des preuves de ces allégations? Nous en avons, est intervenu Jancel. Nous avons le témoignage du directeur financier et un audit complet. Le témoignage d'un employé que vous avez probablement forcé. Ramier a balayé l'argument d'un revers de main. Ça ne tiendra pas. Le litige prendra des années, Catherine. Votre entreprise sera gelée. Je vous offre un moyen de sauver votre société. Non. Catherine s'est levée. Pas d'accord. Votre client est un voleur. Je le verrai au tribunal judiciaire. Elle est sortie. Jancel juste derrière elle. Vous avez tenu bon, a dit Jancel dans l'ascenseur. Mais il a raison sur les délais. Une injonction de gel des actifs tuera l'entreprise. Je sais, a dit Catherine. C'est pourquoi je dois neutraliser son financement. Avez-vous trouvé Chloé? Oui. Elle a quitté l'appartement de Christophe il y a 3 jours. Elle loue un studio miteux à 200 € dans un quartier malfamé. Pas de travail. On dirait qu'ils ont eu une énorme dispute. L'argent s'était envolé, et l'amour avec. Catherine sourit. Parfait. Ce soir-là, Catherine frappa à la porte d'un immeuble délabré. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne. Chloé regarda dehors, le visage pâle, des cernes profonds sous les yeux. Elle paraissait avoir 10 ans de plus que la fille glamour de la photo à l'aéroport. « Que me voulez-vous » siffla Chloé. « 5 minutes de votre temps » dit calmement Catherine. « Je ne suis pas là pour vous crier dessus. Je suis là pour vous faire une proposition d'affaires. » Chloé hésita, puis décrocha la chaîne. Le studio était un chaos de cartons non déballés et de contenants de plats à emporter bon marché. « Vous êtes venu pour jubiler » Chloé croisa les bras. « Non. Christophe m'attaque en justice. J'ai besoin d'un témoin pour témoigner sur les comptes offshore, les îles Caïmans, les virements bancaires. J'ai besoin de quelqu'un pour confirmer qu'il avait prévu de dépouiller l'entreprise. » « Pourquoi est-ce que je vous aiderais » ricana Chloé. « Parce qu'il vous a abandonné, dit Catherine sans détour. Parce que vous avez perdu votre emploi et votre réputation pour un homme qui s'est avéré fauché et inutile. Et parce que je vous paierai 150 000 € en espèces pour votre coopération. » Chloé se figea. L'hostilité dans ses yeux vacilla, remplacée par une cupidité désespérée. « Il m'avait promis le monde, » murmura-t-elle. « Quand les cartes ont été refusées, il m'a tout reproché. Il m'a hurlé dessus. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Je vous propose 150 000 €, répéta Catherine en faisant glisser un contrat sur la table en stratifié bon marché. Je n'ai pas besoin que vous mentiez. Dites juste la vérité. Remettez-moi toutes les preuves que vous avez. Chloé fixa le papier, puis elle se dirigea vers son sac et en sortit une petite clé USB argentée. Il pensait que je n'étais qu'une assistante stupide. Il m'a fait monter les sociétés écrans au Caïman parce qu'il ne voulait pas que son empreinte numérique apparaisse sur les adresses IP. J'ai gardé des copies de chaque virement, de chaque email avec les banquiers offshore. J'ai même sa liste de mots de passe maître. Elle claqua la clé sur la table. Je veux que l'argent soit viré d'ici demain. C'est fait, dit Catherine en prenant la clé. 2 jours plus tard, Maître Grégoire Jancel brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Il passa 3 heures à examiner les fichiers. Lorsqu'il leva enfin les yeux, son expression était un mélange d'admiration et de joie prédatrice. Catherine, c'est le Graal. C'est du tout cuit. Nous n'avons pas seulement une fraude civile. Nous avons un cas d'école d'escroquerie et de blanchiment d'argent, ainsi qu'une conspiration pour fraude à la faillite. La brigade financière va se régaler avec ça. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je soumets tout cela à l'inspecteur de la brigade financière immédiatement. Avec ces preuves, ils peuvent geler ses comptes offshore au Caïman via des mandats internationaux. Et une fois que la justice pénale ouvrira une enquête, Maître Antoine Ramier l'abandonnera. Ramier ne touche pas à la défense pénale à moins d'obtenir une provision d'1 million d'euros d'avance. Pendant ce temps, Christophe était assis sur un matelas taché dans la chambre d'amis de son frère, buvant du whisky bas de gamme. Son téléphone sonna. « Christophe, c'est Maître Antoine Ramier. » La voix de l'avocat était sèche. « Je mets fin à notre collaboration. » Christophe se redressa, renversant du whisky sur son jaune. « Quoi? Pourquoi? » La brigade financière vient de perquisitionner mon cabinet avec une commission rogatoire pour vos dossiers. Votre femme leur a remis une montagne de preuves, y compris vos adresses IP de sociétés écrans au Caïman et les journaux de virement. Vous êtes la cible d'une enquête criminelle pour escroquerie et blanchiment d'argent. Vous m'avez menti sur votre situation. Christophe. Ne rappelez plus ce numéro. Clic. Christophe lâcha le téléphone. Les murs de la petite pièce semblaient se refermer sur lui. La brigade financière. Escroquerie et blanchiment. C'était 5 à 10 ans de prison. Il n'avait plus aucune option.
Il composa le numéro de son directeur financier, Benoît Cartier, désespéré de trouver un allié. « Benoît, tu dois m'aider. Ils enquêtent sur les virements. »« Je sais, Christophe, » l'interrompit froidement Benoît. « Je leur ai donné les grands livres. J'ai négocié une immunité avec le procureur hier. Tu es seul maintenant. Bonne vie. » Clic. Une panique pure et étouffante lui serra la poitrine. Il composa le numéro de sa fille. Il tomba sur sa messagerie. Il lui envoya un SMS. « Mathilde, s'il te plaît, tu dois parler à ta mère. Dis-lui de calmer la police. Je suis ton père. » Une minute plus tard, un message de Mathilde arriva. « Si tu ne rembourses pas chaque centime que tu as volé à ma mère, tu es mort pour moi. Ne me recontacte plus jamais. » Christophe enfouit son visage dans ses mains et pleura. Il était acculé. Il avait perdu sa femme, sa fille, son entreprise, sa maîtresse. Et maintenant sa liberté. Le lendemain après-midi, le téléphone du bureau de Catherine sonna. « Madame Catherine, un avocat commis d'office est ici au nom de Christophe. Il supplie pour un entretien de 5 minutes. » Catherine regarda Maître Jancel, qui hocha la tête. « Faites-les entrer. » Christophe ressemblait à un fantôme. Il avait perdu du poids, ses vêtements étaient froissés, et son sourire arrogant avait totalement disparu. Il s'assit en face de Catherine, incapable de croiser son regard. Son avocat commis d'office s'éclaircit la gorge. « Madame Catherine, mon client est prêt à se rendre totalement. Il rapatriera les 8 millions d'euros immédiatement et signera des aveux complets, à condition que vous demandiez au procureur de faire preuve de clémence et d'abandonner les charges les plus lourdes. » Catherine s'adossa à son fauteuil, joignant les mains. 8 millions ne suffisent pas. Il y a les intérêts. Disons 8 300 000 euros, plus le prêt d'entreprise de 5 millions qu'il a pris pour lui-même. « J'accepte, » murmura Christophe, la voix brisée. « Je refinancerai le prêt à mon nom personnel. Je le rembourserai. S'il te plaît, Cathy, ne les laisse pas m'envoyer en prison. » Catherine regarda l'épave de l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans. « Tu pensais vraiment avoir gagné, n'est-ce pas, Christophe? Quand tu m'as envoyé ce selfie depuis le salon de la première classe. » Christophe ferma les yeux très fort. « J'ai été un idiot, un parfait idiot. Chloé s'est jouée de moi. Dès que l'argent s'est arrêté, elle a disparu. »« Je sais, » dit négligemment Catherine. « Je lui ai racheté toutes vos données des Caïmans pour 150 000 euros. Elle est probablement en train de bronzer à Tulum en ce moment à mes frais. C'était une bien meilleure femme d'affaires que toi. » La mâchoire de Christophe se décrocha sous le choc. « Voici mes conditions, » dit Catherine d'une voix glaciale. 1. Tu rapatries les 300 000 euros d'ici vendredi. 2. Tu assumes l'entière responsabilité personnelle du prêt de 5 millions. 3. Tu signes un accord de non-divulgation contraignant et une renonciation permanente à toute réclamation concernant l'entreprise, Mathilde ou moi-même. 4. Tu vas écrire une lettre de ta main à ta fille expliquant exactement ce que tu as fait, pourquoi tu es un voleur et pourquoi tu l'as abandonné. Pas d'excuses, juste la vérité crue. Christophe déglutit avec peine. Une lettre pour Mathilde. Cathy, je t'en prie, cela va détruire l'image qu'elle a de moi pour toujours. Tu l'as détruite toi-même. Accepte le marché ou j'appelle l'inspecteur et je lui dis d'accélérer le mandat d'arrêt. C'est ton choix. Les épaules de Christophe s'affaissèrent. Il n'y avait plus aucun combat en lui. Je vais signer. 1 an plus tard, l'entreprise n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Catherine avait changé l'image de marque, décroché de nouveaux contrats majeurs et étendu ses activités sur le marché européen. La plaque sur la porte de la direction indiquait désormais simplement « Catherine ». Ses employés parlaient d'elle avec un profond respect et une bonne dose d'admiration. Christophe travaillait comme responsable logistique de niveau intermédiaire dans une entreprise de fret lugubre en banlieue. Son salaire était de 60 000 euros par an et 45 000 euros étaient immédiatement saisis pour rembourser sa dette massive à la banque. Il vivait dans une chambre miteuse dans un sous-sol partagé, prenait le bus pour aller travailler et mangeait des plats à emporter bas de gamme. Parfois, il passait devant son ancien siège social et voyait les lumières briller tard dans le bureau d'angle de Catherine. Il n'appelait jamais. Il payait sa dette et se contentait d'exister. Chloé avait pris ses 150 000 euros, s'était installée à Tulum, au Mexique, et avait épousé un riche expatrié de 20 ans son aîné. Catherine voyait parfois ses publications Instagram, entre yachts et champagne, et ne ressentait absolument rien. Mathilde avait été acceptée à la London School of Economics, ses frais de scolarité payés intégralement par l'entreprise que sa mère avait sauvée. La lettre manuscrite de son père reposait dans une enveloppe scellée dans le tiroir du bureau de Catherine. Mathilde n'était pas encore prête à la lire, et Catherine ne la forcerait pas. Catherine avait enfin commencé à vivre pour elle-même. Elle avait acheté un appartement de luxe en centre-ville, s'était mise à la photographie, courait le long de la Seine chaque matin et acceptait occasionnellement des rendez-vous. Personne ne la bousculait, personne ne la rabaissait, et personne ne la traitait plus jamais de vieille vache finie. Pour l'anniversaire du 23 octobre, Catherine était assise sur son balcon avec un verre de cabernet coûteux, contemplant les lumières de Paris. Son téléphone vibra. Un SMS de Christophe. « Merci de m'avoir évité la prison. Je ne t'ai jamais remercié pour ça. Je suis désolée pour tout, Chris. » Catherine fixa l'écran pendant un long moment. Puis elle tapa sa réponse. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi et pour Mathilde. Vise honnêtement. C'est tout ce qu'on te demande désormais. » Elle appuya sur envoyer, supprima la discussion et bloqua le numéro.
Puis elle leva son verre de vin vers les lumières scintillantes de la ville. « À nous, dit-elle doucement dans la nuit, aux femmes qui refusent de se laisser briser. » Elle prit une gorgée.